Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. En tant qu'homéopathe, depuis 40 ans, j'ai pas du tout été surpris de ce qui se passait. Puisque ça fait, je dirais, un siècle qu'on attaque les médecines d'équilibre, qu'on parlera de médecine d'équilibration, et j'ai eu l'habitude depuis 40 ans que l'homéopathie soit attaquée, et de plus en plus. Donc finalement, ce qui s'est passé là, ça ne m'a pas surpris. La seule différence, c'est qu'au lieu d'attaquer seulement les médecines dites alternatives, on a attaqué toutes les médecines. Et donc, en quelque sorte, mes confrères généralistes qui faisaient de la médecine classique, eh bien, se sont trouvés attaqués, ont été tout surpris de qu'est-ce qui se passe, on n'a pas le droit de soigner, les gens sont malades, on doit leur donner du paracétamol et bonne chance et hôpital, réanimation et avec une chance de survie très faible. Moi, j'ai pas du tout été surpris. Quand j'ai vu arriver en novembre-décembre la pandémie, il y avait déjà eu tellement d'éléments depuis 30 ou 40 ans de grands homéopathes, de grands chercheurs. Je parle de Beljanski, j'ai vu certains grands homéopathes se retrouver il y a 30 ans en prison déjà. Donc j'ai pas été surpris de cette histoire-là. Donc je me suis dit, ça y est, maintenant, ce système-là va se généraliser à l'ensemble du système médical et à l'ensemble de la population. Et tout de suite, j'ai dit, dès le mois de janvier-février, ça y est, on va droit dessus. Ça nous pendait au nez depuis 40 ans, et beaucoup de pans entiers de la médecine qui n'avaient pas voulu voir cette difficulté se sont trouvés confrontés à ça. Et là, ça a déferlé à l'occasion de la crise Covid, qui était, on l'a bien compris maintenant, parce que plus personne ne croit à la fable du pangolin et de la chauve-souris, c'est le corbeau et le renard, ou La Fontaine se régalerait aujourd'hui avec la fable du pangolin et de la chauve-souris. Donc plus personne ne croit à ça, et on a bien vu que c'était une histoire montée de toutes pièces pour déclencher une panique mondiale, un contrôle mondial, et finalement, le fait d'avoir été dans une sorte de résistance de médecine naturelle depuis 40 ans a fait que pour moi, ça ne m'a pas surpris. Ce n'était que le stade ultérieur de ce qui se met en place depuis déjà très longtemps. Alors, il va y avoir tout le principe général de dire est-ce qu'il y a un complot, est-ce qu'il n'y a pas un complot. Sans rentrer dans le détail de ça, et on sait bien l'origine du fameux terme complotiste, c'est un terme qui a été inventé par la CIA à propos du rapport Warren, parce que personne ne voulait croire que Kennedy avait été assassiné par un terroriste isolé. Et aujourd'hui, avec les archives qui sortent, on se rend bien compte que c'est effectivement la CIA, le conseil le complexe militaro-industriel et le vice-président qu'on fait assassiner le président des États-Unis. Bon, ça devient une presque évidence avec tout ce qui est sorti. Donc, on va pas parler du terme complotiste. Moi, j'ai envie de dire, les loups chassent en meute. Il y a des intérêts collectifs, c'est-à-dire entre ceux qui ont intérêt à ce qu'on vende des médicaments, ceux qui ont intérêt à ce qu'on numérise, ceux qui ont intérêt à utiliser la crise comme un véritable système d'entonnoir d'aspiration des richesses mondiales dans leur profit, ceux qui ont envie de changer le monde pour faire un agenda 2030, ceux qui ont envie de changer, de déstructurer les structures humaines pour imposer leur folie personnelle, c'est ce que j'appelle les mondialistes, les transhumanistes qui imposent leur psychopathologie au monde entier. En fait, il y a une communauté d'intérêts entre toutes ces personnes. C'est ce que j'appelle les loups chassent en meute. Ça intéresse tout le monde. Ça intéresse Pfizer de vendre ça, mais ça intéresse aussi Klaus d'en profiter. Ça intéresse les milliardaires tous ces gens qui ont envie de gouverner le monde depuis longtemps. Tout le monde a une communauté d'intérêts à travers ça.
C'est une communauté d'intérêt d'une poignée de personnes, mais c'est pas l'intérêt de la population mondiale. Ce n'est pas l'intérêt de l'humanité, ce n'est pas l'intérêt des êtres humains. Et en tant que médecin qui ai passé ma vie à soigner les êtres humains, on est à l'opposé de l'intérêt de l'être humain. Mais les intérêts sont assez nets, on pourrait les développer longtemps. Alors Réinfo, ça a été véritablement une voix dans le silence de ce qui se produisait à l'époque. Il y a eu aussi Bon Sens qui a été une des voix très importantes à cette époque-là. En fait, moi, dès janvier, février, mars 2020, j'ai publié, j'ai écrit des articles pour dire ce qui allait se passer, et je me suis rendu compte avec la fin du premier confinement et avec l'été où ils voulaient recommencer qu'il fallait absolument se regrouper. Donc à l'époque, j'avais contacté Bon Sens, avec qui j'avais pas mal discuté, et puis en automne, j'ai regardé les groupes qui existaient là, et j'ai contacté Réinfo Covid. La fondation d'Info Covid, je crois que c'est octobre 2020, moi je suis arrivé en novembre 2020. Non, j'étais pas dans le premier groupe, je suis arrivé un mois et demi après à peu près. Et donc à l'époque, il y avait, on m'a demandé de m'occuper des groupes soignants. À l'époque, il y avait 150 soignants, donc c'était vraiment le début. On organisait tout ça, et assez rapidement avec d'autres qui sont venus m'aider parce que tout seul, j'aurais jamais pu faire tout ça. Et bien très rapidement, on est arrivé à 15 000 soignants 3 mois après. Donc ça a été le groupe soignant de Réinfo Covid. Après, il y a eu janvier 2021, la réunion à Paris de la coordination Santé Libre qui a regroupé aussi l'ensemble des collectifs, c'est-à-dire la Troisième Voie, Laissons les médecins prescrire, Azitro d'hospitalisation et Réinfo Covid que je représentais à la première réunion. Et donc à ce niveau-là est sortie l'idée de créer le Conseil scientifique indépendant. D'ailleurs au départ d'une plaisanterie où je me moquais du Conseil scientifique en disant ils sont pas du tout indépendants, on devrait en créer un indépendant, ça fait rire tout le monde, et tout le monde a dit ok, on fonde ça. Et avec Christian Perron, on a fondé ça, et puis d'autres comme Eric Menam ont rejoint tout de suite parce que c'était un énorme travail de faire ça, et puis ça s'est mis en route, et puis on a créé le Conseil scientifique indépendant qui s'est fait avec toute l'équipe, et aussi bien ceux qui travaillent qu'on l'on voit tous les soirs, que tous les gens derrière qui préparent, et c'est un énorme travail, que ce soit la technique, que ce soit l'organisation, tout ça. Non, le Conseil scientifique est une autorité qui a été créée par Emmanuel Macron, avec Jean-François Delfrécy comme président, et qui a, sous le principe de la manipulation, que j'appellerais manipulation corruptive, du Conseil de sécurité, comme un conseil de guerre en quelque sorte, pour bénéficier du principe du secret, et éviter que les débats soient publics, ce qui est normal. Donc on voit que là, c'est la première manipulation. Eh bien, ce conseil scientifique mis en place par Jean-François Delfrécy était censé donner des informations, mais Jean-François Delfrécy, dans sa dernière interview, il a bien dit qu'on lui disait « tu dois dire ça ». Enfin, en gros, quoi. Tu dois dire ça, il disait ça. Et elle se disait « vous voyez, il a dit ça, donc c'est vrai ». Donc il y avait une sorte de jeu à ce niveau-là pour arriver jusqu'à au moment où il a fait cette fameuse interview avec Le Figaro, l'été dernier, où il a dit ce vaccin était un mauvais vaccin, on a peut-être tué beaucoup de monde, c'est extraordinaire. Le principe de la corruption. Corruption systémique, c'est pas tiens, je te donne une valise de billets, tu fais ça. Le principe de la corruption systémique, c'est chacun se tient, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et si on veut que ce système tienne, tu es nommé pour faire ça, si tu veux rester, si tu veux faire ça. Delfrécy, il a claqué la porte, pour parler clairement à la fin. Il est parti et il a reconnu que ça n'allait pas, quoi. Je lui laisse la responsabilité de ces phrases, elles sont terribles, vous pouvez les reprendre dans l'interview du Figaro. Donc voilà, ce conseil scientifique, il a été créé par toute l'équipe. C'est une œuvre collective. Il a été créé par toute l'équipe pour donner une information scientifique, indépendante de tout conflit d'intérêts. D'ailleurs, chaque personne qui vient au conseil scientifique doit dire qu'il n'a aucun conflit d'intérêts. Ils sont choisis parce qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts, et surtout sur les sujets dont ils parlent à ce moment-là. L'objectif est de donner à la population des informations scientifiques qu'on ne trouve pas dans la presse.
qu'on ne trouve pas dans la revue scientifique, puisqu'on sait très très bien, et ça beaucoup de responsables l'ont dit, dont certains responsables de grandes revues scientifiques, qu'aujourd'hui on ne pouvait plus croire et qu'il y avait une corruption systématique dans la revue scientifique. Souvenez-vous de ce fameux étude du Lancet menée par une call girl qui allait dire sur des trucs complètement aberrants que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas alors qu'on avait donné des doses toxiques. Enfin, c'est du grand guignol. Donc il n'y avait pas d'information. Et en fait, en faisant ça, au départ, c'est sorti d'un mouvement naturel de cette réunion, en disant on va faire quelque chose. C'est pas possible de laisser les choses comme ça. Et donc c'est sorti de ce mouvement naturel, et c'est devenu, beaucoup nous ont dit, heureusement que vous êtes là, c'est Radio Londres. Tous les jeudis soirs, on est là, on vous écoute, parce que tous les jours, on a une autre information. Et on a essayé de donner cette autre information, qui est une information sans certitude, qui est une information sans dogme. La science, c'est la discussion. La science, c'est le débat. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup en médecine qui dit « toujours et jamais en médecine, ça n'existe pas ». Donc, l'objectif, c'était de donner des informations scientifiques, de donner un aspect critique, de faire des commentaires sur les choses pour que les gens puissent se faire leur idée. Et on a décortiqué pendant bientôt 2 ans l'ensemble des informations telles qu'elles sont sorties, puisque aujourd'hui on est le 9 janvier. On est à 2 ans du mouvement fondateur, exactement jour pour jour du mouvement fondateur du Conseil scientifique indépendant. Donc on a donné cette information pour que les gens puissent avoir des informations. Et ça a été pour beaucoup de personnes extrêmement importante, et on a décortiqué les études sur l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, l'action du TPCR, les hospitalisations, les différentes techniques, l'action des masques ou des non-masques, du confinement, du non-confinement, etc. Donc on a développé tous les points scientifiques, toutes les statistiques, tous les modes de fonctionnement, et on a vu comment tout était manipulé. C'est impressionnant, vous pouvez réécouter l'ensemble des fois, je disais, mais on va répéter encore la même chose. Regardez ces informations, la science c'est ça, les informations scientifiques c'est ça, et regardez ce qui est dit à côté. C'est complètement faux, les statistiques sont fausses. Souvenez-vous de ces fameux trains où on transportait, des TGV où on allait transporter en province des gens qui étaient malades pour les sauver et pour faire peur au peuple, en quelque sorte. Et alors qu'en fait, les cliniques, les services de réanimation des cliniques privées étaient vides, on le sait, qu'on disait que les hôpitaux étaient ultra débordés, mais les chiffres de l'ATIH, qui est l'agence hospitalière qui dépend du ministère de la Santé, donc est une autorité reconnue par le gouvernement et par le ministère de la Santé, disaient les hospitalisations en 2020 pour le Covid ont représenté 2% des hospitalisations et 5% des réanimations. On est loin de ce que la presse BFMisée, je dirais, nous essayait de nous faire croire, c'est-à-dire que les hôpitaux étaient pleins à 70-80% par des gens du Covid, et c'est une catastrophe. Non, 2%. Ça, c'est la réalité. Alors, on sait bien, on a vu très rapidement que combien de personnes savent que quelqu'un est mort d'un cancer en phase terminale, on dit que c'était un Covid. Quelqu'un a eu un accident de voiture, on dit que c'était un Covid. Il suffisait qu'il ait le Covid dans un test, voilà. On a utilisé le test PCR, dont on sait parfaitement que c'est faux, puisque l'inventeur a dit il ne faut pas utiliser le test PCR en période épidémique. Et en plus, les tests PCR ne sont pas capables de différencier la grippe du Covid. Donc ça sert à rien. Le test PCR a servi à créer des cas Covid. Donc voilà. Donc le conseil scientifique a essayé de donner ces informations. Et en quelque sorte, il y avait un peu un rôle de lanceur d'alerte. Moi-même, j'ai même lancé des alertes sur ce qu'on appelle le vaccine shedding. C'est l'interrogation de savoir si oui ou non les gens vaccinés vont transmettre par voie aérienne ou par voie cutanée. C'est une alerte. Est-ce que oui ou non, c'est vrai ou pas? Ça, c'est la question. On n'a pas de certitude. Mais souvenez-vous l'histoire du Mediator. Si on n'avait pas eu une pneumologue courageuse pour aller dire, regardez, c'est bizarre, il y a des pathologies de valves par les gens qui prennent ça et ils ont tendance à mourir. Au début, on fait un constat de simultanéité et puis après ça, on fait un constat de causalité. Et donc, à ce niveau-là, le conseil scientifique a été à la fois une structure qui a servi à donner une information scientifique sans conflit d'intérêt, puisqu'on sait très bien, on a vu les fameux rapports qui circulaient sur le fait que telle société d'infectiologie avait touché tant de centaines de milliers d'euros et un tel avait touché autant. On va pas donner de nom, mais tout le monde le sait, ça a tellement circulé que tout le monde le sait. Là, on voulait vraiment donner des informations justes. Donc il y avait à la fois un rôle d'information, un rôle de lanceur d'alerte et un rôle qui a permis aux gens d'avoir des informations pour être quelque part rassurés sur ce qui se passe.
Et c'est une notion importante des lanceurs d'alerte. Vous savez, par exemple, dans les innombrables effets secondaires des injections géniques, puisque moi je préfère appeler ça des injections géniques expérimentales, on a eu les très très nombreux effets secondaires gynécologiques. Et donc c'est important parce que toute la question du lanceur d'alerte, est-ce que le lanceur d'alerte il crée des paniques ou il crée des réassurances? À partir du moment où on ne veut pas avoir un problème, on ne pourra jamais trouver de la solution. Si en médecine vous voulez pas faire un diagnostic, vous aurez jamais de traitement possible. Si vous voulez pas regarder un problème, vous trouverez jamais de solution. À partir du moment où on a commencé à dire aux femmes, oui, il y a peut-être un lien, puisque d'après certaines statistiques, on se balade entre 40% de femmes qui ont des effets secondaires au niveau gynécologique, qui est absolument énorme. Et je vais pas les détailler parce que quelque part c'est un peu monstrueux, ce qu'on trouve. Je pense que nous sommes des amoureux de la vérité. Moi, je dirais que je suis un amoureux de la science, je suis un amoureux de l'humanité, et je suis un amateur de vérité. Et la vérité scientifique est issue du débat. Et l'idée était de sortir de ces dogmes dont on se rendait bien compte que ce n'était pas vrai, qui étaient menés parce que ça arrangeait, parce que ci et ça, tous les éléments, les loups chassent en meute, on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Donc je crois que la motivation, c'est cette volonté chevillée au corps de prendre soin des êtres humains. Cette volonté chevillée au corps de défendre la vie, de défendre la liberté de parole. Et on va se lever et on va dire non, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, je pense qu'il y a une volonté farouche à l'intérieur de chacun des membres du CSI. Et je les admire tous pour leur courage et pour tout ce qu'ils ont fait. Et je tiens à rendre un hommage particulier non seulement à ceux qui ont parlé, à tous les intervenants, à tous ceux qui viennent régulièrement, et aussi à toute la technique qui est derrière et à tous ceux qui préparent derrière, qui ont fait un travail colossal. La première chose, c'est que la corruption, elle est omniprésente, là. Bon, on voit bien, elle est omniprésente dans la Commission européenne. Je pense que la vice-présidente qui est tombée, c'est que le tout petit côté, on a bien vu les fameux SMS de Van der Leyen, les éléments qui circulent sur les chiffres de corruption, etc. On se rend bien compte à ce niveau-là que la corruption, elle est totale. Elle est totale dans ce gouvernement où c'est un système, c'est automatisée, elle est totale dans la presse, dans plein d'autres domaines. Donc, le système fonctionne par la corruption. Et corruption, aujourd'hui, un journaliste qui veut rester dans un journal qui dépend des grands médias mainstream, eh bien, s'il dit quelque chose qui va pas, il sait qu'il va se faire virer. Et son chef de service, il va se faire virer. Et je connaissais quelqu'un qui dirigeait un média comme ça, et un jour il dit quelque chose, et immédiatement le milliardaire qui possède le journal l'appelle dans les 5 minutes, il lui dit: si tu dis encore une fois un truc comme ça, tu es viré. Donc c'est clair, tu rentres dans le rang, tu ne dis pas quelque chose qui est pas d'accord avec le thème. On l'a vu avec alors là, je trouve ça extraordinaire, Elon Musk. Je ne sais pas s'il est meilleur que les autres, mais il est différent. Donc, il vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je sais pas, à terme, il y en a qui disent Elon Musk est un visionnaire. D'autres disent il est pareil que les autres. Moi, je sais pas. Je le connais pas. J'aurais plaisir à discuter avec lui pour savoir quelles sont ses intentions, mais ça s'est pas encore fait. Voilà, je blague. Mais on voit avec avec les Twitter files qui sortent, on voit très bien comment tout était corrompu, comment la CIA, le FBI, le gouvernement américain faisait pression sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube pour que ça et ça et ça sorte pas, etc. Maintenant, c'est une évidence. On la voit, là, la corruption, elle est vraiment partout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi voulez-vous qu'ils se mêlent des Twitter files? Parce que ils sont mouillés jusqu'au cou dans cette histoire-là. Qui est-ce qui va aller parler de ça? Qu'est-ce qui va aller parler de ce qui dérange? Qu'est-ce qui va parler du fait que Jubin Brunet, qui voulait mettre en place une monnaie libre d'une façon totalement légale, est aujourd'hui incarcéré? Et que ses proches disent on craint pour sa vie? J'en sais rien. Mais qu'est-ce qui va aller parler de ça? Qu'est-ce qui va parler des Twitter files? Non. Là, il y a une omerta totale sur ce qui se passe réellement. Même encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui pensent que... Je trouve que c'est drôle, quoi. Je veux dire, c'est... Des fois, la médecine invente l'eau chaude. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai... Prendre la dictature sur le monde. Ok, d'accord, bien, on peut se dire ça. Mais il faut essayer d'aller un peu plus loin.
on va dire, moi j'ai jamais pensé que personne ne naissait dictateur. J'ai jamais pensé que quelqu'un ne naît. Je pense que les gens sont fondamentalement bons. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des gens pour qu'un jour ils aient envie de faire une carrière de dictateur, comme aurait dû De Gaulle. Quand il avait dit c'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de dictateur. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, en tant que médecin travaillant d'une façon très humaniste, je dirais que il y a deux manières de voir le monde. Il y a une manière qui est une manière que j'appellerais traditionnelle dans les médecines humanistes. Une manière que l'on voit depuis, par exemple, dans l'acupuncture. L'acupuncture, ça existe depuis 4000 ans. Le Samhain, qui est un livre qui a été écrit il y a 4000 ans et qui décrit déjà tous les processus. D'ailleurs, c'est intéressant. À l'époque, c'est une discussion entre l'empereur Huangdi et son médecin Kipa. Et Huangdi dit à Kipa, comment se fait-il que dans les temps passés, les gens vivaient jusque 130 ou 150 ans et qu'aujourd'hui, ils vivent moins longtemps? Et Kipa explique à Huangdi pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre aussi vieux, parce que qu'est-ce qu'ils ne font pas bien avec eux-mêmes? Comment ils ne prennent pas bien soin d'eux et qui les amène à cette situation? Bien. Donc, il y a eu les médecines anciennes, il y a eu l'Ayurveda qui est ce qu'on appelle la science de la vie. Et c'est intéressant de voir comment on sait qu'une médecine fonctionne bien. Parce qu'elle a la capacité à générer dans le temps et dans les siècles des grandes populations. Quelles sont les médecines qui ont été capables de générer les plus grandes populations dans le monde? C'est la médecine chinoise en Chine et l'Ayurveda en Inde. C'est les deux plus grandes populations qui ont dépassé 1 milliard d'habitants. Donc, ce sont les médecines qui fonctionnent. Ça, c'est une certitude scientifique. Et donc, on a tous ces systèmes-là et on arrive... Alors bon, je ne vais vous passer toute l'histoire de la médecine, mais on arrive en gros au niveau du 19e siècle avec en gros deux visions. On a la vision de Hahnemann qui correspond aussi à la vision de Claude Bernard, qui est le grand inventeur de la physiologie, de la physiopathologie, et qui dit « la maladie n'est rien, le terrain est tout ». Ça veut dire, dans cette vision-là, il faut travailler le terrain, l'équilibration interne. La bonne santé est un équilibre qui s'entretient régulièrement et perpétuellement tout au long de sa vie. Dans la Chine ancienne, on payait son médecin 4 fois par an pour aller se faire équilibrer aux 4 changements de saison, et en échange de quoi, si on était malade, il vous soignait gratuitement. Donc, c'est l'art de l'équilibre et l'art de la santé par l'équilibration avec soi-même. Dans cette vision du monde, on est en harmonie avec la nature, on respecte la nature puisque la nature est notre pharmacie et elle nous aide à vivre. On prend dans la nature ce qu'elle peut nous donner, on vit dans un mode écologique avec le monde, un mode harmonieux, et on vit aussi dans l'idée que les êtres humains ont une qualité propre, et que l'on croit fondamentalement dans la qualité d'être humain et dans la capacité à se guérir. Claude Bernard disait... Il existe à l'intérieur de chaque personne quelque chose qui travaille à son équilibre. Il disait aussi, il n'y a pas véritablement de différence entre le maladie physique et le maladie psychique. Et ces notions-là, on les retrouve chez Hahnemann et on les retrouve aussi chez Hippocrate, où il disait, il y a quelque chose à l'intérieur des êtres humains qui travaille perpétuellement à son équilibre. Donc, on est dans cette vision-là. Et dans cette vision-là, on croit en la vie, mais on a aussi une caractéristique, c'est qu'on a conscience de l'humanité et de la finitude de l'humain. C'est-à-dire, l'humain est fini, il va s'arrêter un jour, il n'est pas éternel, et cette non-éternité fait que chaque minute de la vie est importante, la conscience de son existence est importante, et comme avait dit Goethe, Dieu a créé la mort pour qu'il y ait plus de vie, et dans cette vision-là, l'humain a une forme de modestie par rapport au monde, de modestie par rapport à lui-même, de modestie par rapport à la nature qu'il respecte. Il respecte la nature, il respecte son prochain, il fait attention aux enfants, il fait attention aux fragiles, il les aide. La solidarité passe avant la compétition. Souvenez-vous, Albert Jacquard qui disait « on a créé un monde dangereux, puisqu'un vainqueur, c'est un fabricant de perdants ». Et donc on est dans cette là et quelque part il y a une véritable spiritualité derrière ça. Il y a un véritable système de croyance. Et ce sont des gens qui ont la foi. Il n'y a pas de vide spirituel. Ça, c'est un mode de fonctionnement. Et dans ce mode de fonctionnement-là, chaque personne est unique, on va la soigner en tant que personne unique. Et donc, on dira un médicament pour une personne. Ça, c'est une vision des choses.
Et puis, et c'est la vision que j'adopte, et attention, qu'on soit bien clair, je ne suis pas du tout opposé au progrès technique extraordinaire de la médecine classique, qui est capable de changer des valves, de changer des articulations. C'est fabuleux, quoi. Il faut les utiliser. Les médecines d'équilibration sont meilleures pour le terrain, pour le fond, et la médecine moderne est excellente pour les cas urgents, pour les drames, ça c'est formidable. Et les deux doivent s'équilibrer et coopérer. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas utiliser les deux. Ça, c'est une première vision. La maladie n'est rien, le terrain est tout. Et la deuxième vision, c'est la vision de Pasteur. Alors, on pourrait reparler de l'histoire de Pasteur et de sa mégalomanie et de la personnalité qui est assez particulière de Pasteur aussi. À l'époque, il a failli tomber justement pour corruption, parce que, etc., etc. Donc, il a failli aller en prison, Pasteur. Et donc, dans la vision de Pasteur, c'est une autre vision où l'être humain, qui serait entre guillemets parfait, serait attaqué par des méchants microbes qui seraient la cause des maladies. Et ça, donc, on voit soit l'humain est en équilibre avec lui-même, il n'est attaqué que s'il est en fragilité, soit l'humain est parfait, et il est attaqué par des méchants venant de l'extérieur. Que sont les microbes? Et si on réussit à détruire le microbe, on va tout détruire. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, quand vous attaquez le microbe, vous arrivez à guérir les gens. Mais si le terrain n'est pas bon, ça va revenir. On ne fait que c'est reculer pour mieux sauter. On l'a bien vu avec l'histoire de la vitamine D qui augmente tous les systèmes immunitaires et qui aurait évité 80-90% selon différentes statistiques des pathologies. Et donc dans cette deuxième vision, qui est une vision typiquement paranoïaque, l'extérieur est dangereux. C'est ça la définition de la paranoïa. Et donc c'est les visions de Pasteur. Et c'est intéressant parce qu'à la fin de sa vie, Pasteur va confier à son grand ami le docteur Renon, à qui il a beaucoup écrit, il y a beaucoup de courriers entre Pasteur et Renon, il va dire « Je me suis trompé, Claude avait raison ». Claude, c'est Claude Bernard. Donc il va dire qu'il s'est trompé. Mais ce système-là va être adopté globalement par la médecine classique. Et avec un système de connivence d'intérêts. Parce que dans un système comme celui-là, qui va être repris après par Rockefeller, qui était un grand paranoïaque, qui a perdu ses cheveux à 50 ans tellement il avait peur d'être assassiné et qu'il avait conscience d'avoir un peu volé tout le monde. Et donc ça va être repris par Rockefeller avec la fondation Rockefeller, le fameux rapport Fleischner par Abraham Fleischner et toute cette manière de faire là, où je dirais que on va avoir une communauté d'intérêts entre des gens qui ont peur de la vie, qui ont peur de la mort, qui voudraient, dans leur psychopathologie, et je pèse mes mots, que la vie soit éternelle. C'est le transhumanisme qui est une psychopathologie. Le transhumanisme, c'est, vous savez très bien qui parle de transhumanisme, qui dit vous ne posséderez rien, vous serez heureux. C'est comme Alice Miller qui dit c'est pour ton bien, pour parler de la vie de Adolf Hitler. Vous ne posséderez rien. Donc on a cette vision du monde-là où on va pouvoir changer les pièces des gens. C'est la mort de la mort, où on va vivre éternellement. On va vivre éternellement pour compenser le fait qu'on n'est pas capable de vivre. Et donc la communauté d'intérêt se fait entre les gens qui sont dans cette psychologie-là et les gens qui se disent on va se faire de l'argent avec ça. Et quand Rockefeller, qui est typiquement dans une psychologie paranoïaque, et il a été décrit par tous les journalistes de l'époque comme étant extrêmement paranoïaque, un peu comme finalement Pasteur, eh ben lui il va dire bon maintenant on va inventer Big Pharma. Le Big Pharma est inventé par le rapport Fleischner en 1910, 1920, 1930 avec des flux de centaines de millions de dollars, ce qui à l'époque était énorme. Je crois qu'il y a dû avoir jusqu'en 1940 5 ou 600 millions de dollars déversés sur toutes les facultés qui accepteraient de suivre ces règles-là. C'est-à-dire c'est une vision scientiste des choses. C'est-à-dire le corps, c'est une usine qui est fabriquée avec des individus qui sont des cellules et qui vont respecter. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'extérieur. La spiritualité n'existe plus, l'équilibre avec la nature n'existe plus. Et on va arriver sur le principe fondamental de, non pas un médicament pour une personne, ce qui n'est pas rentable. On va arriver à un médicament pour une maladie, ce qui est rentable. C'est ce que disait Ford. Vous pouvez choisir n'importe quelle voiture à condition qu'elle soit noire et de modèle T. Et donc là, si c'est le même médicament pour tout le monde, ça va faire gagner de l'argent. Donc je trouve que c'est intéressant parce que là, on touche le nœud philosophique de la chose. C'est-à-dire, il y a une communauté d'intérêts entre les gens qui ont peur et les gens qui vont se faire de l'argent avec la peur. Et on voit que c'est ce qui se passe maintenant. Et les gens qui vont justifier leur propre peur en se faisant de l'argent. C'est-à-dire, en gros, un escroc, il n'y a rien de plus dangereux et de plus efficace qu'un escroc qui croit à sa propre escroquerie. Et là,
on est dans cette problématique-là. Vous voyez, c'est fondamentalement, on va opposer deux visions du monde. Une vision qui est basée sur la peur. La peur, qu'est-ce qu'on fait? On accumule. C'est la cigale et la fourmi. On accumule l'argent, la finance. On détruit tout pour avoir des choses. On détruit le monde, on abîme le monde. L'écologie n'existe pas. On peut détruire les peuples n'importe comment si on peut se faire de l'argent. Les marchés sont des monstres froids qui fonctionnent avec des algorithmes. Et de l'autre côté, il y a la vision qui croit en la vie, en l'humain et en l'amour. C'est ça qui est intéressant. Il y a la recherche de l'argent et le pouvoir, et il y a aussi le vide spirituel. L'absence de foi en autre chose qui est plus grand que nous. Il y a un vide spirituel chez nos dirigeants. Et plus exactement, il y a un orgueil spirituel de se prendre pour Dieu, au sens le plus profond des choses, de dire je suis Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant. Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs, avait dit un jour, quand on lui pose une question, comment définissez-vous votre métier? Goldman Sachs, c'est quand même une des grandes banques d'affaires qui n'hésitent pas à même voler leurs propres clients. Ils ont même été condamnés pour ça. Et quand on lui disait, qu'est-ce que vous faites comme métier? Il disait, je fais le métier de Dieu. Je pense que c'est... Bon, il a regretté après ça d'avoir dit ça, mais c'était le fond de sa pensée. Et il y a une sorte d'orgueil considérable de ces gens qui veulent changer le monde, regarder les idées du nouvel ordre mondial où on va déstructurer la famille, où le sexe masculin féminin n'existe plus, où on voudrait même qu'on puisse utiliser les enfants comme on a envie. Regardez ce qui se passe. Donc on a non seulement un vide spirituel, qui fait qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi, y compris détruire la terre, pour satisfaire juste sa propre peur de la vie. Et de l'autre côté, il y a une vision humaniste. Et le vrai combat, il est là. Le vrai enjeu, il est là. Vous croyez à quoi? Vous croyez dans la vie ou pas? À l'OMS, on parlait avant de l'immunité naturelle. Regardez, sur le site de l'OMS, le principe de l'immunité naturelle a disparu. Il n'y a plus que l'immunité artificielle créée par les injections. Vous voyez? Est-ce qu'on croit dans la vie ou est-ce qu'on ne croit pas dans la vie? Est-ce qu'on se prend pour Dieu ou est-ce qu'on est humble? Est-ce qu'on arrive à vivre sa vie dans l'amour et la générosité ou est-ce qu'on veut dominer le monde pour soigner sa peur? Et je pense que l'idée fondamentale, c'est ça. J'avais même, à une époque, parce que j'aime bien faire de l'humour, et j'avais dit, il faudrait créer une ONG pour aller soigner ces pauvres transhumanistes dans leur désespoir et dans leur psychopathologie et venir au secours de ces milliardaires qui sont des êtres d'une pauvreté spirituelle et d'une pauvreté intérieure absolument dramatique. D'abord, je leur dirais que la politique, la psychologie fait partie de l'art de la médecine, fondamentalement. En plus, en tant qu'homéopathe, les notions psychologiques sont des notions absolument fondamentales, beaucoup plus qu'un chirurgien à qui on attend une technicité matérielle extrêmement compétente. Un véritable médecin est un humaniste, et un humaniste a une base fondamentale sur la psychologie. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et la deuxième chose, effectivement, par caractère, avec les années, ça fait 40 ans que je m'intéresse à la géopolitique, et on pourra en parler beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus générale, parce qu'on voit bien que c'est beaucoup plus large. Et on est à la fin d'un monde. On dit que les grands mondes durent 5 à 600 ans. L'Empire romain a duré 5 à 600 ans. Là, on est dans la fin des empires colonialistes. Les empires colonialistes, ça a commencé avec Christophe Colomb, et c'est en train de s'achever avec le dernier empire colonialiste qui est les États-Unis, qui est en train de se confronter au reste du monde. 1 milliard qui se confronte à 7 milliards, et on est à la fin de ça. Et comme dirait Michel Maffezoli, il y a toujours à la fin des empires, le sociologue assez extraordinaire, qui a une vision très claire des choses et avec beaucoup d'esprit, à la fin des empires, on a une sorte de phase de délire. Et là, une phase de volonté de contrôle. Moi, je pense qu'on vit une période extrêmement importante. Je ne sais pas si de mon vivant, je verrai la fin de cette période. Mais nous sommes à la fin d'un cycle de 500 ans, où c'est la fin de l'époque coloniale, qui est essentiellement gouverné par les États-Unis, où on a tous les fonds de placement, tous les groupes financement, tous les grands groupes, et on a aussi tous les big pharma, et on a aussi toute la base du nouvel ordre mondial qui essaye de maintenir désespérément son contrôle sur le monde. Et l'ensemble des pays du monde qui disent non, c'est terminé là, ça suffit là, arrêtez de piller la planète. Il faut quand même se souvenir que l'Inde, avant que les Anglais n'arrivent, était la 2e puissance économique au monde. Et il a fallu un siècle et demi pour qu'elle revienne à ce qu'elle était avant. Et donc, je pense qu'on vit dans une fin de cycle. Et je pense que c'est important. Quand j'ai travaillé sur ma vision de la médecine et de ma vision du monde,
j'ai mis au point dans cette vision que j'ai appelée la médecine du sens. C'est-à-dire comprendre le sens des choses. Quelque chose que j'appelle la théorie des 5 cercles, où j'enseigne régulièrement. Et dans la théorie des 5 cercles, il y a, est-ce que je suis en lien avec moi ou avec mon équilibre? Au début, je nais, je vais essayer de maintenir mon équilibre, et puis si ça va pas, je vais faire une maladie aiguë, pour essayer de me ramener à l'équilibre, puis une maladie intermédiaire, puis une maladie chronique. Et puis si j'arrive pas à régler les problèmes, je vais passer au transgénérationnel. Et quand j'avais mis ça au point il y a 20 ans, j'avais dit, au-delà du transgénérationnel, quand vous n'avez pas réglé votre problème, comme Adolf Hitler qui n'a pas réglé son problème avec ses parents, avec sa filiation, eh bien, on passe à la guerre au monde, aux épidémies. Et j'avais mis il y a 20 ans, au même niveau, le monde, la politique, la guerre et les épidémies. Et donc, c'est la vision de l'humain, dans sa psychologie, dans sa sociologie, qui m'a amené aussi à considérer le politique. Comment le monde a des convulsions qui se font soit par des phases de guerre qui tentent de régler les choses, quand on ne veut pas les régler autrement, ou soit par des phases d'épidémie où, effectivement, les microbes qui sont nos adversaires, mais des adversaires autologiques au sens d'Annick de Souzenel, qui viennent nous confronter à nous-mêmes. Pour comprendre le monde, il faut bien comprendre que nous sommes tous des microbes qui avons réussi. Nous sommes tous issus de microbes qui ont créé des cellules et des organes de plus en plus évolués, mais nous sommes tous des ex-microbes. Et quand on voit ce fameux ARN qui ne modifierait pas, on a dans notre corps, on travaille avec moins de 10% de l'ADN, et il y a 8 à 10% de l'ADN qui est d'origine microbienne. Donc oui, les microbes gouvernent notre vie. Donc on a, les microbes confrontent notre vie à une réalité. Donc, il faut comprendre que l'humain est confronté au fait que dans sa vie, il va avoir à apprendre, à comprendre et à se confronter à la nature. Son corps va être son outil qui va lui permettre de donner des alertes, de ce que j'appelle des veilles corporelles. Le corps, si vous mangez, si vous mettez trop de soleil, vous aurez un coup de soleil, c'est une veille corporelle. Si vous mangez quelque chose de pas bon, vous aurez une diarrhée ou un vomissement, c'est une veille corporelle. Donc il y a une sorte de conscience de ce qui est bon ou pas bon pour vous. Le corps, il fait ça en permanence. Et donc il maintient l'équilibre. Et l'humain essaye de maintenir sa vie. Et le rôle du médecin, c'est d'accompagner l'être humain pour lui permettre de ne pas tomber malade et de mourir à la première occasion, et de pouvoir accomplir sa vie. Ça, c'est la fonction du médecin. C'est d'accompagner les gens en soignant, en veillant au grain, en quelque sorte. Ça, c'est la fonction fondamentale du médecin. Et dans cet équilibre-là, il y a les microbes. Et les microbes, ce sont des adversaires. Et chaque microbe va nous aider à ci, à ça, etc. Donc chaque microbe a une fonction. Et en fonction, par exemple, le paludisme a existé en Europe. Louis XIV a attrapé le paludisme dans les marais des Flandres. Aujourd'hui, en Europe, le paludisme, à part les gens qui le ramènent d'Afrique ou des pays tropicaux, ça n'existe plus. Donc il correspond à une certaine phase de la civilisation qui est une phase tribale des civilisations. Et il disparaît après une époque. Donc la tuberculose a correspondu à l'époque industrielle. Souvenez-vous des Misérables, etc., etc. Et donc le monde, l'objectif c'est de m'accomplir et d'être centré sur moi. Si je ne peux pas, je décale en maladie aiguë, maladie chronique, transgénérationnelle, et le monde. Et le monde essaie de régler les choses. Les épidémies tentent de régler les choses. Les guerres tentent de régler les choses. Ce sont des convulsions du monde qui font énormément de dégâts, mais qui tentent d'amener à des solutions. Et dans cette vision-là, on arrive à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et que aujourd'hui, on soit dans des phases où les guerres s'alternent avec les épidémies, c'est à une cohérence. Mais ce sont des convulsions d'un vieux monde qui est en train de mourir et qui tente d'aller vers un nouveau monde. Et si on voit les choses comme ça, on va essayer d'accompagner ce mouvement d'une façon positive, d'accompagner ce mouvement de la façon la plus pacifique, avec la meilleure compréhension qui soit, de façon à pouvoir en sortir le mieux possible. Mais nous sommes à la fin d'un cycle, ça c'est une certitude.